Vas-y, surprends-moi. Voltron, oui, c'est Voltron, puisque à Europa Park, pour faire l'inauguration de Voltron, on a eu une invitation par Europa Park, par Sébastien Ganzer, qu'on remercie infiniment, bien sûr. Seb Banger est son surnom officiel au sein de l'association désormais, il faut le savoir, et donc oui, j'ai eu cette chance hier matin, d'assister aux différents discours de Michael Mack, Roland Mack, le chef des travaux. J'ai pas retenu les gens qui s'appellent pas Mack, ne m'intéressent pas suffisamment à Europa Park pour que c'est faux, je rigole, mais j'ai juste pas retenu les noms pour ça. Et c'était quelque chose. Donc Voltron, c'est mine de rien, c'est un nouveau quartier pour Europa Park. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveau quartier, puisque il leur était arrivé des bricoles récemment. Hein. On rappelle le fjord qui brûle, les pirates qui brûlent, les bûches qui brûlent. Enfin, ça, c'est pas grave parce que le quartier Croître était déjà en cours. Mais du coup, en fait, ils étaient principalement occupés ces dernières années à refaire les zones sinistrées ainsi que sur Rulantica qu'ils ont construit ouvert, donc leur parc aquatique que j'ai également eu l'occasion de faire cette semaine en payant de ma propre poche. Donc mon avis sera 800% neutre et objectif, bien sûr. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, le quartier croate, ça faisait très longtemps qu'il était attendu par les fans d'Europa Park qui espéraient une extension depuis un moment déjà, puisque enfin Europa Park a cette possibilité de revenir sur son passé et gommer un peu des trucs qui ont pu être loupés, qui ont très mal vieilli. Je pense par exemple à ce qu'ils ont pu faire ces dernières années sur Eurosat avec sa rethéma en Cancan Coaster, qui est une très chouette réussite, avec Madame le, le, Freudenreich. le- Madame Freudenreich, ouais, voilà, qui était sur le truc qui n'était pas du tout copié sur l'univers of Energy de Hélène à Epcot, pas du tout avant. C'est faux. Et du coup, ça aussi, c'est plutôt chouette ce qu'ils ont fait. Et donc là, on a vraiment une extension. Enfin, c'est pas vrai, tout à fait une extension. En fait, ça se situe entre la zone russe et la zone grecque. Vous avez la zone croate. Cherchez pas sur une carte, ça marche pas comme ça, mais Europa Park, c'est comme ça, c'est la magie, la Mac magie, McMangy. et ça marche plutôt bien. Puisque du coup, en fait, ce qui a dégagé, si vous vous souvenez de vos dernières visites à Europa Park, en réalité, ils sont beaucoup mordus sur la zone russe. Donc, vous aviez Euromir à l'époque qui était là, malheureusement. Et à côté, vous aviez cette espèce d'énorme parabole qui était un outil qu'ils avaient récupéré, je crois, de l'agence spatiale russe. D'ailleurs, parlant d'agence spatiale russe, n'hésitez pas à regarder For All Mankind, hein, qui a eu sa 5e saison d'annoncer récément. C'est important. Voilà, ça c'est fait, je note. Voilà, je passe à autre chose. Ils ont remplacé donc ouais, cette énorme parabole qui franchement, bon, c'était pas, mais voilà, c'était un goût un peu particulier quoi. Ça faisait pas vraiment rêver. Même si on aime bien ce genre d'esthétique, comme c'est mon cas, je veux vraiment pas regretter ce truc. On espère qu'ils feront la même chose avec le reste de la zone russe. Parce que Euromir c'est plus possible et le petit flocon de neige c'est plus possible et puis de manière générale cette zone elle est alors Europa Park c'est un peu le pays du cliché quand même on va pas se mentir mais sur la zone russe c'est particulièrement le cas. Bref, c'est là que se situe Voltron. Donc pour y accéder, principalement, l'endroit où c'est plus sympa actuellement, c'est par la zone grecque. Hein. Donc vous prenez l'allée qui longe la Suisse, etc. Vous arrivez en Grèce et de là vous continuez. Vous êtes en Croatie sans même passer à la douane. C'est merveilleux. Merci l'espace Schengen. Et donc trône fièrement une attraction. Dans ce quartier, c'est Voltron, bien sûr, Voltron Nevera. Alors, comment vous présentez ça? Est-ce que je commence pas par la storyline? Est-ce que je commence pas par vous dire que c'est l'histoire c'est pas une storyline extrêmement originale dans l'univers des parcs. Après, le point positif, c'est que du coup, ça marche. Et au fond, pourquoi pas? Donc, en fait, l'idée, c'est que vous avez Nikola Tesla qui a trouvé le moyen d'inventer la téléportation.
il a une machine qui permet de téléporter les gens. Et du coup, bah, en fait, on va dedans et au moment de se téléporter, ça tourne mal. Bon, on a tous vu ça 1000 fois dans les parcs. Après, ça marche. Donc, au fond, vaut mieux parfois une histoire simple qu'une histoire trop compliquée. À mon avis, c'est pas un problème quand la mise en scène est là, puisque, bah, tu vois, typiquement, je crois que Web Adventure à Disneyland Paris, c'est Peter Parker qui a fait des bottes et ça tourne mal. Donc, finalement, c'est toujours un petit peu ça, l'idée La d'attraction, tote. c'est quand même souvent le cas. Ouais, ouais. Bah, c'est vraiment archi fréquent ce genre de storyline. Mais après, bon, encore une fois, moi, j'ai pas de souci tant que le parc se revendique pas comme étant un parc incroyable avec des histoires de folie, mais juste un parc qui vous fait voyager et vivre des choses super cool. Au moins, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ça marche très bien. Vas-y, Est-ce pardon. qu'il le raccroche à l'Adventure Club of Europe? Le lore Oui. qui s'est développé Alors, si tu avec veux voir ça, Voletarium et compagnie. donc en fait, ouais, l'Adventure Club of Europe, c'est une espèce de storyline qui surplombe un peu tout, qui avait été notamment très lancé sur le Voletarium, ouais, c'est ça. Et donc il y a un film 4D qui détaille un peu plus l'histoire de Voltron Nevera, film 4D que j'ai totalement pas vu. Donc je vous invite à aller le voir si vous voulez ça. Mais oui, l'idée c'est que tu vois notamment une dame, je n'ai plus son nom, qui Ça a doit être la formé présidente. Ouais. Ok. Nikola Tesla, ouais. Et donc, c'est ça grosso modo ce qui se passe. Donc voilà, donc se situe dans le quartier croate. Le quartier croate en lui-même est plutôt réussi. Je trouve que ça va à l'essentiel. En fait, c'est simple. T'as une petite place. Ça a le mérite d'être lisible, ce qui n'est pas toujours le cas dans les vieux quartiers d'Europa Park. On sait où on va, on comprend. L'attraction elle est là, ok, c'est clair. Et donc on a différents points food, on a des glaces, on a différents endroits. Ça c'est toujours bien aussi. Ils n'ont pas besoin de mettre des chalets dégueulasses dans leur quartier puisque ils pensent déjà au snacking quand ils font les zones. Il y en a certains qui Il y a devraient l'air peut-être d'avoir un apprendre de ça. super snack avec un pita un peu. Je te fais confiance. Moi, j'avoue que j'ai profité de la nourriture gratuite, donc je ne vais pas être Et c'est tout à ton honneur. très objectif et cohérent là-dessus. Mais de manière générale, Europa Park, c'est un parc où autant les restos peuvent être parfois un peu chers, mais généralement, c'est qualitatif toujours. Et les snacks en particulier sont souvent un bon plan quand même. Souvent, tu peux bien te faire plaisir en snack, un peu comme Efteling finalement. Et donc, bah oui, cette zone fait pas exception. Vraiment, c'est ça, ça marche. Ce que j'ai bien aimé, c'était notamment la mise en lumière le soir, qui était plutôt réussie avec un jeu sur les tons orangés et bleus. Ça, c'était chouette. Bon, malheureusement, Europa Park, un parc qui ferme assez tôt. Donc, c'est rare de voir ça. Là, c'était dans le cadre du fan event le soir, entre 19 et 21h, j'ai pu voir la zone aux alentours de 20h, 20h30. Et c'était déjà très joli. Parc Fan Suisse qui nous dit que le logo de la CE est sur les trains et un peu partout dans l'attraction, dans la storyline. La CE a financé les expériences de téléportation de Nikola Tesla. C'est ça, et donc il a été un peu chapeauté par la dame qu'on voit qui, j'imagine, est la présidente de l'association. Ouais. Moi qui connais pas Europa Park, la CE, c'est un peu le même principe que la SEA de Disney? Ouais, c'est ça, complètement. Ouais. Ok. Mais non, c'est leur idée à eux. Mais au moins, ils ont le mérite de le mettre vraiment en avant, ce truc-là. Et c'est chouette. Donc là, vous avez un peu un diapo de différents plans / photos. Mais voilà, donc vous avez le coaster qui serpente en fait tout le long du bâtiment et vous avez le coaster qui serpente autour et ça c'est dans la file d'attente. Donc il y a la file d'attente est articulée en 2 parcs à bœufs principalement et donc il y en a un qui est extérieur. Bon,
Il y a pas mal d'éléments de décor dedans. Il y a cette espèce de tunnel d'eau dans lequel tu rentres, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des gens qui se sont fait engueuler parce qu'ils prenaient la photo et du coup, il y a un Allemand qui était très fâché et qui leur a dit mais dépêchez-vous s'il vous plaît, mais en allemand, donc ça donnait pas vraiment ce rendu-là. Et vous voyez un peu l'idée. Il était très véhément et donc ouais. Ensuite vous rentrez dans une zone intérieure. Vous avez la vue sur un bureau d'études un petit peu. Donc en tout cas c'est sur la mise en ambiance, ça marche plutôt bien. En fait, ce qui est aidé là-dessus, c'est que la file d'attente, on va pas stagner quoi. Vous êtes devant une file d'attente où il y a un débit de 1600 personnes par heure. Pour une attraction à sensation et pas à petite sensation, c'est vraiment beaucoup. C'est un débit très correct déjà pour une attraction familiale, 1600 par heure. Ah, merci beaucoup Maxime. Donc voilà, une fois que vous avez fait le parc à bœufs extérieur, vous avez cette petite salle intérieure qui n'est pas sans rappeler, par exemple en termes de qualité, ça peut faire penser au bureau de l'agent Carter dans Stark Factory, je trouve, mais en plus fourni, en plus détaillé et en très chouette. C'est pas pour dire qu'ils ont copié, hein, absolument pas pour ça que je dis ça, hein, je précise, au cas où. Et c'est vraiment sympathique. Tu rentres et donc ça permet aussi de faire un puits de lumière pour la salle suivante. Qui est un autre parc à bœufs, mais encore une fois, en fait, j'ai trouvé que ça allait très vite dedans. Donc j'ai fait cette attraction dans 2 configurations différentes. Une le matin où il y avait que de la presse et donc clairement il y avait très très peu d'attente, et une le soir où il y avait des fans qui faisaient attraction en boucle et où ça tournait autour des 20 minutes d'attente. Je crois qu'il y avait à peu près 800 personnes ici, donc tu devais avoir à peu près en permanence 500 personnes dans la file d'attente dans ces eaux-là. Je ne sais pas si j'ai fait des photos plus générales de la salle, peut-être pas. Et donc vous avez Nikola Tesla qui trône au milieu, et là j'ai envie de dire que c'est la première maquerie que je voudrais évoquer de cette attraction. Donc la spécialité de la famille Max, c'est-à-dire de faire des trucs un peu bizarres, où tu comprends pas pourquoi c'est là, ça part d'une bonne idée, mais pas convaincu. En fait, c'est que vous imaginez, vous êtes dans un parc à bœufs, donc vous faites des allers-retours comme ça, et vous avez Nikola Tesla qui est là au milieu, en hauteur, et qui, la plupart du temps, bouge un petit peu, fait pas grand-chose. Il va te déclarer quelque chose, il va te dire « Ah, Voltron et Vera, voilà, on va vers le futur, c'est trop bien !» Ce genre de phrase, en fait, et un coup en anglais, un coup en français, et peut-être un coup en allemand, j'ai pas fait attention. Et en fait, ça a un côté un peu bizarre, genre on comprend pas trop ce qu'il fait là au milieu. Et je sais pas si c'est une inspiration, mais ça m'a fait penser un petit peu au personnage du baron qu'on a à Efteling, dans la salle juste avant l'embarquement, mais il est en hauteur. Il est placé dans un moment où c'est assez logique, il comprend, il est en train de nous dire « Allez dans ma mine minée, bande de péants ». Surtout qu'en plus, juste avant, t'as été aux douches. T'étais dans les douches dans Baron. C'est ça. Alors que là, tu vois, t'es vraiment dans une salle où tu comprends pas, on dirait presque qu'il fait une conférence, mais à qui, à quoi, pourquoi, et pourquoi il est au milieu, et pourquoi des fois il parle pas, tu vois, s'il fait une conférence, il devrait avoir un flow constant. Enfin, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas trop. L'animatronique en lui-même est plutôt réussi. Quand il parle, c'est pas parfait, mais franchement, ça fait carrément l'affaire. Et ça a le mérite d'être une salle qui est plutôt sympathique, où il y a pas mal d'effets. Vous avez une projection au mur qui montre un train qui part. Vous avez un effet de bobine Tesla au plafond qui se déclenche de temps en temps avec le bruit un peu assourdissant. Vous voyez un peu la salle au global. Alors oui, mais voilà un petit peu l'idée de ce qu'on a. C'est plutôt pas mal en fait. Ça met dans une ambiance cool. Maintenant. Bon, je trouve que c'est un peu du Europa Park, et c'est pas au niveau, par exemple, d'une file d'attente comme celle du Voletarium que j'ai trouvé fabuleuse. Pour moi, on est un cran en dessous quand même. Après, bon, ça fait largement l'affaire. Et encore une fois, le débit étant ce qu'il est, vous allez vite. Là, vous voyez en haut, c'est la gare, en fait, juste derrière. Donc, en fait, vous allez au casier au fond. Et ensuite, vous prenez il y a un dernier petit aller-retour. Vous montez et vous êtes à 2 pas de la gare. Donc voilà un petit peu. C'est des casiers obligatoires ou Alors il faut pas de bagages sur toi. Donc t'es pas trop embêté sur ce qui est lunettes typiquement. Tu peux avoir des lunettes sur le nez, pas sur la tête comme moi je les avais, mais tu peux les avoir sur le nez. C'est assez tranquille quoi, mais ouais, c'est dans la même logique un petit peu que Arthur à Europa Park.
ce genre de choses, c'est très bien. T'as des casiers qui sont pas très grands tout le long et au sol, t'en as qui sont en hauteur. Alors moi, avec mes 3 sacs, autant te dire que je prenais clairement ceux au sol. Mais franchement, c'est vraiment chouette. Et on te file une petite carte RFID et après, c'est à toi de mémoriser ton truc. Et de toute façon, t'as une petite borne qui te rappelle ton numéro si jamais... voilà. Donc, raison de plus pour ne pas perdre ta carte, par contre. Ça, c'est... Faut faire attention. Mais ouais, typiquement, moi, j'avais des poches à fermeture. Je pouvais avoir mon téléphone sur moi ou ma carte sur moi ou ce genre de choses. Ça posait pas problème tant que c'est fermé et dans ta poche, quoi. De toute façon, dans d'autres parcs, ça se fait beaucoup. Universal, ils sont très adeptes des casiers et tu n'as pas le choix. Ouais. De toute façon, pour Oui, la Energylandia, sécurité c'est ça en aussi. général. Ça fait penser à Fly aussi, à Fanta, où Oui. tu as le même système. Clairement. Et ça marche très bien, hein. Vraiment, c'est agréable en fait, parce que justement, t'as pas cette question à l'embarquement de te poser. Ça permet aussi pour eux de fluidifier les flux. T'as pas cette question de est-ce que il faut que les gens ils traversent le train puis ils mettent leur machin et tout ça. D'autant plus que là, je vais arriver à l'embarquement. Je dois pas avoir filé de vidéo, Maxime. Donc à l'embarquement, tu as en fait, c'est un système comme Arthur, justement, où en fait, c'est des trains qui avancent en continu dans la gare et ils ne s'arrêtent pas à une rangée. C'est un flux constant, c'est comme un omnimover un petit peu. Ouais. Mais en train. Et du coup, tu avances et tu te mets dedans. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu as vraiment beaucoup de place entre chaque rangée de sièges. C'est vraiment extrêmement large. On s'en rend compte, je pense, sur l'on-ride, par exemple. Et c'est vraiment très, très, très agréable, ça, parce que tu n'as pas la question de poser. Et ensuite, tu t'assois et c'est parti, quoi. Et là, donc, ceux qui sont allés à Plopsaland ne seront pas surpris, mais donc, la position à adopter, c'est celle-ci, parce que le harnais va se fermer tout seul sur vous. Et en plus, ce serait l'occasion de faire un petit Wakanda Forever. Mais au-delà de ça, voilà, le harnais se ferme tout seul sur vous. Ça va très vite. C'est vraiment chouette. Et donc là, t'es parti. Et là, t'es parti pour de sortie de gare à entrée de gare. Je crois que mon on-ride fait 2 minutes 40. Ouais. C'est long. C'est très, 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 très long. Alors, tu as une première partie, voilà, où tu as un effet que je vais pas spoiler parce qu'il y a un effet un peu surprenant au début qui est assez chouette. C'est pas une dinguerie, mais c'est chouette. Et ça va aller totalement dans ce que je vais vous dire sur ce coaster. C'est que j'estime que les coasters d'Europa Park et pas mal d'attractions d'Europa Park peuvent avoir ce défaut parfois de on a un gimmick et on va absolument mettre notre gimmick dans le coaster et du coup toute l'attraction tourne autour de ce gimmick et en fait tu vois pas forcément où ça veut aller et c'est un petit peu juste en fait. Il y a un peu ce côté vous avez fait tout fait pour le gimmick mais où est le reste et où est le cœur du truc. Je ne vais pas vous donner d'exemple, mais tu peux faire ça sur énormément d'attractions à Europa Park. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont regardé leur catalogue de ce qu'ils savaient faire et qu'ils ont dit, vas-y, tu sais quoi, on met tout. Genre, tu sais quoi, on met la max. Dans cette attraction, il y a des trucs, donc il y a le petit élément de surprise au début qui est accompagné d'un autre Nikola Tesla, de la phase de téléportation qui tourne mal et derrière en fait vous partez dans le coaster avec donc ce fameux vertical launch en gros vous êtes en plein launch et le rail est incliné donc c'est assez impressionnant parce que vous prenez de la vitesse et tout de suite vous montez un petit peu comme à Anubis à Plopsa par exemple et ensuite on est un peu moins brutal quand même. Ensuite, vous enchaînez les inversions, vous avez, mais ça va dans tous les sens. Et tu fais ça pendant 1 minute, t'en as déjà plein la tronche. T'as eu ce fameux 0G stall. Donc ça, c'est un peu un des trucs à la mode. Parce que clairement, c'est un coaster qui va dans la veine de ce qu'on a ces dernières années chez Intamin, notamment. Intamin. Donc les Conda, les Toutatis, les Taron. Donc le 0G stall, c'est un truc que tu as dans Toutatis notamment, qui est cette figure où ça fait comme un 0G roll, donc une brille un petit peu. Mais vous restez à l'envers un moment. Sur Voltron, j'ai l'impression que ça dure 20 minutes, quoi. J'ai l'impression que t'es à l'envers, t'as le temps de te dire, mais je suis à l'envers, là. Mais quand est-ce qu'on se remet droit? Bon, les gars, décidez-vous, non? C'est hallucinant. Et ensuite, ça repart, ça continue. Et je suis
pas encore à la moitié. Ensuite, t'as un moment un peu traître. Voilà, voilà. Si vous voulez pas vous spoil une expérience désagréable, bouchez-vous les oreilles. Sinon, petit conseil, quand vous voyez sur la fin qu'il y a plus trop de rails et qu'il y a une belle descente, c'est à ce moment-là où il faut se tenir. Parce qu'il y a un gros freinage. C'est-à-dire que tu arrives à toute barzingue et tu as un gros freinage à ce moment-là. Canloar en mode alerte spoiler. C'est bon, fin du spoiler. C'est bon, t'inquiète, tu nous expliqueras. Et donc ensuite, donc, tu as ce moment de track switch qui là, pour le coup, tu as l'impression d'être dans Pulsar, en fait, où ton train il est comme c'est ça. Mac non, c'est Mac, Pulsar, tout à fait. Et donc, tu as ton train qui est comme ça, qui est sur une plateforme rotative, qui va tourner comme ça et se mettre de l'autre côté, sur l'autre rail. Et ensuite, ça va enchaîner les launchs. Je dis pas exactement comment pour pas spoil, parce que si vous vous souvenez pas, c'est mieux. Et c'est vraiment drôle parce que ça m'a rappelé exactement les sensations que tu as sur Pulsar, qui peut être un truc surprenant, parce que Pulsar, moi j'étais là, oui, c'est une attraction aquatique avec une petite partie coaster, c'est sympa. En réalité, le launch de Pulsar, il est vénère quand même. Il y a des gens que tu as mis dans Pulsar, et après tu dis, ah oui, ah ouais. Désolé. Désolé Marco. On l'a entendu. Et effectivement, j'avais oublié. Et là, tu as un peu ce même principe-là. Et tu repars, en fait. Là, tu t'es dit, mais j'ai déjà vécu un coaster complet, en fait. Tu as déjà vécu une bonne minute, 1 minute 20 de figures qui s'enchaînent sans s'arrêter. Et là, ça repart. Et tu as des airtime dans tous les sens et des inversions encore et des machins. Et ça n'arrête plus jusqu'à la fin. Et à la fin de ce long sprint de 2 minutes 40 où vraiment, tu as eu les 5 secondes où la plateforme tournait pour te poser, quoi. Et tout le reste, c'est non-stop. Tu t'en prends plein la tronche. Et là où ce que j'ai trouvé génial, c'est que je n'avais... Enfin, je vois pas un coaster aussi varié. J'ai pas l'impression que ça existe, un coaster aussi varié. T'as vraiment de tout. Alors peut-être que Toutati, c'est un peu dans cet esprit-là, mais je l'ai fait qu'une fois et sous une pluie battante. Donc j'ai un souvenir qui est un petit peu, voilà, fugace. Mais là, vraiment, il y a des inversions dans tous les sens, des changements de direction à la Taronne, c'est assez fou, quoi. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut lister les quelques points négatifs, je dirais. Alors le premier, qui est à mon sens négligeable, c'est qu'il n'y a pas d'audio embarqué dans les trains, ce qui est dommage parce qu'ils le font dans Ride to Happiness et que ça, on voit que c'est un peu grosso modo le même système, mais là il n'y a pas d'audio embarqué. Il y a le moment de la plateforme rotative où tu as des enceintes autour et des voix qui te font le drone machin, donc ça marche plutôt bien quand même, mais bon, c'est pas très grave en soi, puisque franchement quand tu vas à toute barzingue, tu t'y penses pas une seconde au fait qu'il n'y ait pas de musique, quoi. Et donc ça c'est le premier point négatif. Maintenant il y en a un autre qui est un peu plus sévère, je dirais, c'est que c'est un coaster que j'ai trouvé presque trop... Alors attention, c'est en 2 temps. Accrochez-vous, ça va être compliqué à expliquer. Mais si on devait le comparer à un coaster comme Taron, par exemple, je trouve que Taron a un côté un peu plus viscéral, un peu plus presque mécanique, un peu plus vrombissant quand t'as le deuxième launch. Vraiment, t'as ce côté très, très, très... ouais, ça va vraiment dans les tripes, quoi. Ça vibre, t'as un son, ça va fort, c'est effrayant, c'est impressionnant, c'est ébouriffant d'un coup, quoi. Là, il y a un côté où, un petit peu à la manière d'un Blue Fire, c'est un coaster qui va à fond tout le temps. Et à part le changement de la plateforme, il n'y a pas trop de cassure de rythme. Donc, t'as un peu ce truc de... Bon, alors, t'as pas le temps de t'habituer à l'intensité parce qu'il est vraiment extrêmement intense. Mais il n'y a pas cette baisse et cette remontée qui peut te faire dire à ce moment-là, c'est un peu mon climax. Il y a plein de trucs très cool, tout est génial, même de manière générale, mais je sais pas si tu peux vraiment te dire ça c'est au-dessus du reste. Peut-être le gestol qui est un peu long, le moment où tu restes la tête en bas, mais c'est tellement entouré de trucs où ça continue d'envoyer que
finalement, je sais pas. Donc ça, c'est un truc qui fait qu'on peut un peu reprocher au coaster Mac de manière générale, qui ont cette tendance à être un petit peu toujours sur le même niveau d'intensité, je trouve, et à être un petit peu... si on parlait en voiture, on dirait que c'est un peu une BMW ou une Mercedes, c'est-à-dire que c'est des voitures un peu prout-prout, où ça roule bien, ça va vite et tout, mais t'es tellement confort, t'es tellement installé que finalement, presque tu t'ennuies. Alors, c'est un très grand mot, tu ne t'ennuies pas dans Voltron. mais voilà, enfin, je sais pas si on comprend un petit peu où je veux en venir, mais j'étais pas le seul à avoir cet avis-là. C'est même pas moi qui l'ai eu en premier, mais c'est vrai qu'en le refaisant, j'étais d'accord avec la personne dont je tairai le nom, puisque peut-être qu'elle ne veut pas que son nom soit évoqué. Et non, Maxime, ce n'est pas Valoche. Mais du coup, voilà, donc il y a ça d'un côté. Mais ça, c'est vraiment, bon, c'est un défaut qui est quand même très mineur. C'est juste que quand il s'agit d'arbitrer dans ton top 3 coaster, peut-être que c'est un élément qui peut peser dans la balance, mais ouais, vraiment, c'est pinaillé. Hein. Le défaut qui, par contre, m'a beaucoup plus embêté, il était variable, parce qu'il y a des fois où je l'ai fait, j'ai pas eu du tout ce défaut, et il y a des fois où je l'ai fait et où c'était vraiment très, très, très compliqué. Voltron a un problème de vibration. Et pas un petit problème de vibration où tu dis tiens, le coaster est neuf, il vibre un petit peu, c'est dommage. Comme j'avais pu le dire sur Ride to Happiness il y a 2 ans, où j'avais eu un petit peu ce ressenti et je l'ai pas eu l'an dernier. Et bref, c'était vraiment de la marge, quoi. Là, c'était pas de la marge. J'ai fait le coaster parfois où c'était vraiment d'une fluidité exemplaire. Vraiment Tu l'as fait incroyable. combien de fois? Je sais plus si tu l'as dit. Je dirais 7, je pense. Ok. Quand même. 5 le matin et 2 le soir. Sachant que le 2 le soir est un peu évocateur de ce que je vais évoquer, c'est que les 2 fois où je l'ai fait le soir, en fait, j'ai eu cette expérience un peu dégradée que j'avais pu avoir une fois le matin, qui est que ben, des fois, ça vibre de fou. Tu comprends pas, quoi. C'est vraiment, ça vibre de fou. T'es comme ça et vraiment tout le long. Et c'est dur. C'est vraiment dur. Alors après, le soir, c'était probablement plus marquant parce que le coaster était plus chaud, parce que j'étais un peu plus fatigué, etc. Et moins dans l'excitation. Ça, c'est probable que ça ait joué. Mais quand même, j'en suis sorti la deuxième fois avec une migraine assez terrible. Donc là, pour le coup, c'est un vrai problème. Et je l'ai même ressenti, en fait, dans l'énergie des gens autour de moi. C'est-à-dire que le matin, je l'ai fait plein de fois avec... donc c'était la presse, je disais, il y a moins de monde. Donc il y avait peu d'attente, plein de gens qui l'enchaînaient. Et vraiment, il y avait une ambiance toujours assez forte sur le coaster. Et je pense qu'il y avait beaucoup moins de trains de sortie. Je pense qu'il y en avait 3 ou 4 de sortie, sachant qu'il y en a 7 au total. Il y en a 7, je crois. C'est des coasters de 16 places et il y en a 7. Et le soir, à mon avis, ils y étaient tous ou presque. Et en fait, quand je l'ai fait le soir, dans ces coasters-là, j'ai trouvé que les gens autour de moi étaient très silencieux. Très, très concentrés, presque comme s'ils se tenaient, quoi. Un peu ce moment où t'es un peu... voilà, presque tu subis à moitié le coaster. Et c'était assez bizarre, en fait. J'ai trouvé ça très étonnant, en fait, parce qu'il y avait vraiment ce contraste, où même parmi les gens le soir, bah, c'était des fans quand même le soir. Donc il y avait vraiment des fois où tu voyais des trains où les gens étaient à fond de chez à fond, quoi. Et il y en a d'autres où les gens étaient beaucoup plus sur la retenue, et pas un peu sur la retenue, mais vraiment beaucoup plus sur la retenue. Il y a Parc Fan Suisse qui dit qu'apparemment tous les trains seraient pas encore équipés du système qu'empêche les vibrations et qu'ils seraient en train de bosser dessus. Alors, je me permettrai pas de le dire parce que c'est de l'ordre de la rumeur et je trouve que ce serait déplacé de ma part de propager ça, mais c'est un bruit que j'ai entendu aussi, une histoire d'amortisseur ou quoi. J'ai entendu d'autres gens me dire que oui, c'est assez habituel chez Mac qu'il y ait ce genre de problème. Je sais pas quoi en tirer, en fait, et je suis pas expert et j'ai pas les yeux sur les détails, donc je ne me permettrai pas de tirer des conclusions, en fait, sans savoir. Mais c'est un problème. Vécu. Franchement, c'est un gros problème si ça persiste. J'espère vraiment, je croise les doigts, vraiment, je vous promets, c'est vraiment, je croise les doigts que ce sera réglé, parce que j'ai jamais autant pris mon pied dans une attraction Europa Park, j'ai jamais autant trouvé qu'ils mettaient la barre haut et qui répondait aux attentes. Pour moi, Europa Park, c'est un parc qui a un peu cette réputation d'être un parc à coaster, mais où en réalité, avant Voltron, tu regardais, les coasters, c'était bien, mais c'était
pas au niveau de ce que tu trouves aujourd'hui ailleurs. C'était pas au niveau d'un Ride of Happiness, d'un Taron, d'un Conda, d'un Fly, d'un Toutatis, de ce genre d'expérience-là. Blue Fire, c'est chouette, mais bon, t'es un peu dans un fauteuil, c'est tranquille, quoi. Bien sûr, c'est relatif, hein. Et là, tu dirais que du coup, ils ont, par rapport à ce que tu as cité, est-ce que tu dirais qu'ils ont rattrapé le retard ou qu'ils ont mis un temps d'avance sur tous les autres? après, bah, tu vois, il y a une histoire de goût. Il y a une histoire de goût qui est difficile. Pour moi, t'es clairement au moins dans cette catégorie-là. En tout cas, quand ça vibre pas. Quand ça vibre, c'est autre chose. Mais quand ça vibre pas, t'es clairement, bah, t'es dans le très 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 haut du panier. Pour moi, on est devant un coaster qui, je pense, fait top. Alors, je connais pas tous les coasters d'Europe, mais même en imaginant tous les coasters d'Energylandia, qui fait top 20 Europe, je pense, sans souci, à mon avis. Enfin, vraiment, c'est un monstre. C'est vraiment incroyable. Il a sa durée pour lui. Il a vraiment sa durée pour Ouais. lui qui est dingue, quoi. C'est 1,4 km qu'il fait. Quatre. Non, mais c'est incroyable. C'est gigantesque, hein. Vraiment, on se rend pas compte, mais je vous promets que quand vous êtes dedans, il y a ce truc où. Je me souviens parce qu'on l'a fait plusieurs fois et tu as un autre point qui est intéressant, c'est que c'est un coaster où vous êtes 4 de face et où les rails sont finalement pas très larges. Donc pour moi, on est un peu entre Baron et Phoenix, par exemple, si vous voyez. Ouais. Donc un peu entre c'est pas un wing C'est coaster, déporté. Ouais. c'en est pas un, mais tu as quand même cette impression d'être très déporté quand tu es sur les côtés, quoi. Et pour le coup, je me suis fait cette réflexion puisque là je vais la citer, mais donc on l'a fait plusieurs fois le matin et Valoche était très sereine à l'idée de le faire, mais elle avait toujours fait plus ou moins au milieu en fait des rangées au hasard de comment ça s'est fait, quoi. Et sur le dernier tour, elle est arrivée très sereine. Oh là là, Voltron, c'est bon, c'est mon petit goûter, quoi. Et elle s'est retrouvée sur le côté et elle a été très surprise. Et donc, bah, en fait, c'est assez logique puisque si vous avez un train qui est large, plus vous êtes sur le côté, plus les changements de direction, notamment, et aussi les inversions, puisque souvent les inversions sont pas frontales, mais plutôt horizontales, enfin viennent des côtés, quoi, et seront forcément plus marqués, plus violents, plus intenses. Rail et Merg. Et donc ça, c'est un autre point que je trouve cool, en fait, parce que tu peux avoir une expérience de ride assez différente que du fait que tu sois à gauche, au milieu ou à droite. Et ça, c'est vraiment un très bon point, je trouve, encore, qui est pas souvent évoqué en plus. Et mais vraiment, pour moi, on a un coaster ici qui est vraiment super solide, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait redire? L'Athema est assez simpliste. C'est toi qui en parlais, Pierre. Ouais. L'Athema est un peu simple. Une fois que tu es dans le coaster, après, bon, c'est C'est un l'écueil coaster, habituel hein. de ce genre de coaster, Ouais. hein. Ouais. Tu fais En Ride fait, to Happiness. j'espérais qu'il s'aligne sur du Fantasyland, en fait, sur la théma. Certains pourraient dire que Fantasyland, c'est du Rockwork et tu te balades dans du Rockwork et que tu t'es pas pris la tête plus que ça non plus, hein. C'est vrai, mais ils ont quand même une intelligence d'intégration qui fait que leur décor sert aussi d'immersion pour le coaster. C'est ça, c'est plus dans l'intégration que dans la théma où on aurait pu peut-être espérer mieux. Mais là, franchement, encore une fois, après quand t'es dedans, ouais, après, effectivement, t'es à Europa Park, donc il y a des moments, tu vas voir le parking, tu vois, où tu vas voir la route à côté. Tu vois, et ça, Ça, c'est Europa t'avais une Park. voiture qui était garée pour un truc, enfin, ça. De toute façon, à un moment, tu vois un rond-point, donc ce qui est assez marrant, juste avant que tu aies les airtime de fou, ce qu'on appelle chez les coaster fans des éjectors, ce moment où vraiment tu te dis je vais mourir, en fait, hein, en substance, c'est ça la sensation où tu te dis, mais en fait, là, si le harnais il est pas bien fermé, je finis dans le mur là-bas, non? Et oui, la réponse est clairement oui, je pense. Mais c'est hallucinant. Et mais justement, en fait, quand le coaster vibre autant, alors, tu le sais que c'est sécurisé, évidemment. C'est pas non plus des pleutres, on n'est pas au Parc Saint-Paul. Mais tu peux avoir un peu ce réflexe un peu bête de te dire là, j'ai un peu peur quand même, tu vois. De voir l'éjector et de te dire ça vibre et tout, je suis pas serein, quoi. Et donc, ça, c'est un autre bémol, mais après, enfin, vraiment, pour moi, c'est de l'ordre de la virgule, en fait.
c'est un coaster que je mets très très clairement dans mon top. Il rejoint directement les Taron, les Conda, les Ride to Happiness. J'aurais pas eu les expériences qui vibrent, peut-être que je te dirais que je le mets au-dessus d'une bonne partie d'eux, tu vois, et peut-être qu'effectivement ça se tape avec Taron, parce que je trouve aussi que Taron est mieux intégré, mais il y a ce côté, comme je disais, un peu plus viscéral. Mais franchement, c'est de la virgule. Hein. On Et est. est-ce que tu as eu l'impression que c'était une attraction catalogue pour Mac, où en mode ils te mettent toutes les options possibles et imaginables dedans pour vendre du modèle derrière? Ah ouais, mais c'est bien. Je m'en fous. Ouais. Tu vois, c'est pas grave. Ils m'auraient fait un coaster Ouais. où t'as le 0 gestol et puis il se passe pas grand chose autour, juste un looping ou je sais pas quoi, ou vas-y que je te mets un truc pour prendre ton pouls. Bah, on se serait fait chier, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Là, ils te mettent un peu la totale et du coup, c'est fun. Et moi, j'ai trouvé ça marrant, en fait, de voir le truc qui te rappelle Pulsar. Tu vois, parce que vraiment, je l'ai fait et je me suis dit, ah, mais c'est Pulsar, ça. Je connais cette sensation-là. c'est. Et je trouve ça drôle, c'est plutôt cool, et c'est varié, et je pense que c'est un coaster dont tu vas avoir du mal à te lasser, parce que justement, il est tellement varié dans ce qu'il propose, et tellement généreux, que bah, si toi, ton kiff, c'est les airtime, bah, tu vas en avoir 2-3 qui sont vraiment vénères. Tu vois, c'est pas comme Conda ou Alibi, où bah, si les airtime, bah, t'aimes bien, mais voilà. J'adore Conda, hein. C'est un de mes coasters préférés, je le trouve vraiment... J'adore ça, vraiment. Mais il n'est pas aussi varié, quoi. Donc, si toi, les airtime, ça ne touche pas plus que ça, ben, tu vas être bien plus touché par un Voltron qui a aussi les inversions, qui a aussi la propulsion, qui a aussi des drops, parce qu'en fait, il monte tellement, il descend tellement que bah, même si tu as des drops, quoi. Et non, c'est vraiment... Waouh, c'est quelque chose. Les propulsions, elles sont. Enfin, t'as kiffé. J'adore les propulsions. Alors, les propulsions, c'est intéressant justement parce que tu vois, pour moi, le coaster à propulsion le plus décevant sur ce point, c'est Blue Fire. Je trouve que Blue Fire, t'es dedans, tu dis, ah, c'est propulsé, allez, on va vite. Et le pire, c'est que factuellement, tu vas vite. Mais la progression, enfin, c'est tellement linéaire, en fait, comme accélération, que t'es là, bon, c'est pas non plus ébouriffant, quoi. Là, j'ai trouvé que c'était peut-être pas aussi agressif que du Intamin ou que Anubis, par exemple, qui est peut-être un peu trop agressif, limite. Mais mais c'est quand même bien plus nerveux que ce que t'as. Pulsar, encore une fois, Pulsar, si t'as en tête ce que ça donne en termes de propulsion, c'est vraiment bien en termes de propulsion Pulsar, je trouve. Et tu l'as, ça. Mais après, tu as plusieurs propulsions différentes. Tu vois, la propulsion qui est verticale, en soi, elle te permet de pas perdre de vitesse quand tu montes, mais t'accélères pas non plus quand tu montes, tu vois. Donc, c'est pas... c'est une sensation qui pourrait être un peu décevante si c'est un truc sur lequel tu t'es hypé en te disant il va y avoir une propulsion verticale, la sensation va être dingue. En plus, ils l'ont un peu vendu comme ça, quoi. Beyond Vertical. Ils étaient vraiment... C'était l'axe de... sur Insta il y a 2 mois, quoi. Mais de fait, tu vois, si cette propulsion-là, elle allait à fond, bah derrière, tu fais ça, tu vois. Donc, je pense que tu serais pas bien, en fait, si ça accélérait à fond tout en... Là, tu finirais sur le rond-point. Ouais, voilà. Je suis pas sûr que ce serait très, très agréable, en fait. Mais par contre, ça leur permet d'avoir un truc très péchu où la propulsion, elle prend pas beaucoup de place et où ça accélère vite, tu vois. Pas ce syndrome Blue Fire, progression, tu vois. C'est beaucoup 90 plus... km/h. c'est beaucoup quand même, hein. Bah oui, c'est beaucoup, ouais. Pour faire la comparaison avec Lost Gravity, qui est la version 1.0 de Voltron, du Big Dipper, il va à 87 km/h, mais il fait que 680 mètres. Oui, voilà. Mais tu vois, même là, c'est intéressant parce qu'on dit 90 km/h, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus tant que ça. Je pense que Wodan va plus vite. Toutatis, c'est 107. Hein. Toutatis qui est quand même un peu vénère, quoi. Toutatis. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, tu te retrouves avec un parcours de 1,4 km, alors que la pointe de vitesse est à 90 km/h. Donc, si tu fais le calcul, c'est pas très étonnant que ça dure si longtemps.
Mais encore une fois, tout ça, c'est du. Enfin, ça veut pas dire que tu t'ennuies, parce que en fait, t'es tellement tout le temps en mouvement, toujours à faire une figure, à faire un virage, à descendre, à remonter, à machin, que bah, t'as pas le temps de respirer. Donc, ça reste extrêmement péchu, quoi. Extrêmement dynamique, extrêmement bien foutu. Vraiment, c'est. Ah, t'en sors, tu t'es essoufflé, quoi. Et un peu comme Ride to Happiness à ce truc-là, je trouve. C'est vraiment des coasters qui, pour moi, en termes d'intensité, mettent la barre vraiment au-dessus. Ouais, quand t'en sors, il y a un truc où t'es encore, Ouais. t'es encore un peu happé, quoi. Zadra m'avait fait Ouais. ça. La longueur de Toutatis, c'est 1075 mètres. Donc déjà, il est assez long. Tu rajoutes 400 mètres derrière, quoi. Ouais. Et puis t'as moins le côté balancier aussi qui permet Oui, de oui. gratter un Ah peu de ouais. temps à Ouais. Toutatis. Ouais. Oui. Ouais. Donc ouais. Pour le coup, j'ai souvent tendance à avoir ce côté où quand Mac fait des attractions à Europa Park, t'as cette impression que ça peut être un peu showroom, que ça peut être un peu on vous montre notre démo technique et voilà, le but c'est d'en vendre. Et là, on pouvait avoir un peu cette crainte puisque c'est le premier striker coaster, hein, comme ils disent, striker coaster, je ne sais pas comment on dit avec le Y. Mais non, t'as pas ça parce Mais qu'en en même fait, ils ont été temps, généreux. En même temps, tu as quand même beaucoup d'attractions Mac qui sont sorties dans d'autres parcs depuis la dernière attraction d'Europa Park. Parce que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de nouveauté au final. Tout à fait. Et c'était un peu mon reproche, c'est que les meilleurs coaster Mac n'étaient pas à Europa Park. Et genre de très très loin, quoi. Parce que même un Dwarvelwind à Toverland ou le Twist Opal, par exemple, je trouve ça infiniment mieux qu'un Romir. Hein. Ouais, Romir, c'est compliqué. Le truc avant le premier launch fait un peu showroom, je trouve. Filmo, ouais, la surprise, tu parles. Ouais, je trouve que ça marche, moi. Parce qu'en fait, avec la storyline, ça a du sens. Et ça permet de rythmer un petit peu avec ce qu'on voit sur les murs, etc. Et la storyline, en fait. T'as Guillaume Mosby qui dit Curien fan de paix désormais, si on m'avait dit ça un jour. Tu vois, comme quoi le forfait premium 5 étoiles de la file d'attente, peut-être que je peux cliquer. Bon, voilà, on a fait un bon point. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur Voltron, la Croatie ou autre chose. Les sandwichs à 4,90 € qui sont très chouettes. Alors, du coup, La zone Tesla, croate, il elle est est bien très allé en chouette, Autriche. Maxime. La Croatie en elle-même, personnellement, je suis jamais allé. Ne soyez pas surpris de voir des palmiers dans la zone croate, contrairement à des méditerranéens. Et moi, ça m'a pas surpris. Oui, il fait Mais beau. non, il n'y a pas de corbeaux dans la zone croate, Maxime, qui font croate. En revanche, il y en a dans la zone française, près des boulangeries, qui ont hâte de manger ce qui reste. Voilà. Oui, Voltron, oui. Très bien. Non, vraiment, Voltron, c'est super, en tout cas. Faut juste qu'ils corrigent cette histoire de vibration, parce que c'est dommage, mais Voltron, c'est génial. La zone croate, elle est dans la lignée de ce qu'ils savent faire quand c'est bien fait. Il y a des pavés de chez Cronimus au sol, on se croirait à Disneyland Paris, c'est incroyable. Il y a... Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien... bravo, en tout cas. Est-ce que je recommande Europa Park? Je sais pas. C'est difficile à dire. C'est un parc qui reste chouette. Là où je trouve que maintenant qu'ils ont leur coaster phare, pour les gens qui cherchent ça, il y a vraiment une raison d'y aller. Là où avant, je trouvais qu'en termes de coaster, c'était quand même... Bon, il ne fait rien de vraiment spécialement ébouriffant et qu'il y avait tellement mieux un peu partout en Europe. Aujourd'hui, ils ont leur truc où, bon, bah, clairement, tu te dis, ok, ça vaut le détour. À espérer que ça ne vibre plus prochainement. Mais ouais, c'est vraiment très, très, très validé. Et je pense qu'on peut se dire que là, Europa Park a leur meilleure nouveauté depuis très longtemps, qui mettra tout le monde d'accord. Surtout s'ils corrigent leurs problèmes de vibration. Parce que ça, par contre, ça peut tuer le deal. Hein. Vraiment, si c'est un problème qui persiste, ce sera pas du tout la même tambouille, quoi. J'ai vu qu'il y avait eu des problèmes apparemment aujourd'hui. Il y a eu une panne, un rollback, un fameux. On espère qu'il va finir sur TF1, celui-ci aussi. Non, je rigole. Bon, ça Ça va arrive, arriver de c'est toute normal. façon. Ouais. C'est des rollbacks. Hein. Et puis, bon, une nouveauté, il faut qu'ils prennent le temps. C'est un nouveau modèle, etc. Mais vraiment, ouais, super content de ce qu'ils ont fait. C'est génial. Bravo à eux. Et qui continue dans cette voie-là. Et ça y est, hein, Euromir maintenant, hein, on attend, parce que Euromir, quand tu... Enfin, vraiment,
tu fais Voltron, tu dis la zone elle est jolie, t'as plein de petits endroits en plus, ça c'est très chouette, t'as plein d'endroits où tu peux te balader juste en dessous du coaster, quoi. T'es à 1 mètre des c'est rails, cool ça. c'est trop bien, t'as la petite tour dans laquelle tu peux monter aussi pour prendre des plans de la zone et du coaster. Ça c'est vraiment chouette, c'est juste dommage d'avoir la vue sur Euromir derrière, mais bon, Euromir c'est plus nul que moche, même si c'est pas très beau. Et donc ça va dégager prochainement, je pense, à mon avis, sur la liste. Bref, bravo Europa Park pour tout ça. Merci encore pour l'invitation. Merci Seb Ganzer.